Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet épisode spécial de Questions d'actu qui s'est déplacé à Marrakech à l'occasion de la 2e édition du GITEX Africa, le plus grand rassemblement de la tech et de l'innovation sur le continent. Il s'agit dans cette émission de mettre en lumière les initiatives qui sont faites sur la technologie, sur la start-up marocaine et africaine de manière générale. Je vais recevoir tout au long de cette émission différents intervenants, différentes intervenantes qui représentent chacune d'elles une partie prenante de l'écosystème de la tech au Maroc, mais aussi en Afrique. Je vais commencer par la cofondatrice d'une start-up. Nous allons enchaîner avec celle qui gère la partie africaine d'un grand fonds d'investissement américain et nous allons terminer par la directrice générale d'un leader mondial de la transformation digitale. Pourquoi nous allons à la rencontre des startups? Parce que sans ces startups-là, eh bien, il n'y a pas d'écosystème en bonne et due forme d'innovation au Maroc. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi la cofondatrice d'une start-up marocaine qui opère dans l'agriculture, ou ce que l'on appelle dans le jargon l'agritech. Et son rêve, c'est de transformer le désert, Sahara, en véritable paradis des arbres, de l'arboristerie. Nous allons découvrir davantage dans quoi opère cette start-up Sand2Green en compagnie donc de sa cofondatrice Wissal Ben Moussa. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Alors, vous êtes aussi très content d'être au GITEX. Ah oui. Vous exposez au GITEX. Vous êtes donc une start-up marocaine qui est toute jeune. Quel âge a votre start-up? 1 an et demi. Elle est toute jeune. Toute jeune, 1 an et demi. Et l'année dernière, on était visiteurs au GITEX. Et cette année, nous avons un stand et nous sommes prêts à parler de ce qu'on fait aux investisseurs, à créer des partenariats. Le GITEX est une opportunité énorme pour les startups marocaines. L'avoir sur le continent africain et puis spécifiquement chez nous au Maroc à Marrakech est une opportunité cruciale même. Elle permet déjà d'avoir une meilleure visibilité sur sur la plateforme des startups mondiales et africaines. Beaucoup de VC, de fonds d'investissement se sont déplacés d'Europe, des États-Unis, mais aussi d'Afrique, pour voir ce qui se passe au Maroc, voir comment ils peuvent aider, comment ils peuvent pousser les startups marocaines. C'est aussi une très très bonne occasion de réseautage. Alors réseautage effectivement avec les investisseurs, mais aussi avec différents autres partenaires, que ce soit des clients éventuellement pour des startups, que ce soit des universités, des partenaires de recherche, etc. Et puis pour une start-up jeune, c'est toujours une super occasion d'avoir des feedbacks directs. En discutant avec les différents VC, on va avoir des conseils directs, un feedback qui va nous permettre rapidement et avec résilience de recadrer nos missions et peut-être même nos stratégies. Nous allons en parler un peu plus tard. Mais comment vous appréhendez justement cette partie de pitch avec un investisseur ou un fonds d'investissement ou un business angel? Alors déjà, je pense que je n'ai pas pitché autant de ma vie que cette dernière année. En gros, c'est de comprendre déjà son interlocuteur. Chaque fonds VC va avoir des propriétés spécifiques recherchées chez une start-up, de faire du très très bon storytelling, parce que effectivement la start-up c'est une idée portée par des personnes et les fonds d'investissement sont intéressés certes par l'idée, mais ils sont aussi et surtout intéressés par les personnes derrière cette idée. Donc ne pas hésiter à partager son histoire personnelle, comment on en est arrivé là, comment cette passion a été créée et de faire une sorte de joli storytelling, de raconter l'histoire. Si vous deviez raconter votre histoire, quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé vers l'entrepreneuriat? Parce qu'in fine, fonder une start-up, c'est entreprendre. Oui, c'est entreprendre hardcore.
Mon histoire à moi a démarré, je pense que j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Donc, pour mes parents, c'était juste une question de temps. Pour moi, entreprendre dans l'agritech a été une vocation qui a grandi avec le temps. J'ai un background, je suis ingénieure en agroalimentaire et j'ai été dans ce monde de l'agroalimentaire. J'ai fait partie de cette chaîne de valeur alimentaire qui, à un moment, me paraissait assez négative sur plein de points. Et je voulais faire une différence. Et puis disons tout simplement, je me suis dit, si je veux vraiment avoir de l'impact, c'est peut-être au début vraiment à l'amont de la chaîne de valeur. Qu'est-ce que c'est que l'impact ? Qu'est-ce que c'est que l'impact ? Parce que, si on parle d'agriculture, ça a de l'impact, parce que c'est ce qui fait vivre. Oui. Je veux dire, qu'est-ce que l'impact selon vous, Wissal Ben Moussa ? L'impact, alors je dirais que pour moi, un impact est vraiment positif quand il est multisystémique. Okay. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je prône une agriculture avec énormément d'impact. L'impact initial, effectivement, c'est de nourrir l'humanité, mais pas n'importe comment. Nourrir l'humanité avec un produit sain qui vient d'un fil du vivant qui est sain, qui vient d'espaces, d'écosystèmes qui sont sains, qui sont résilients, qui ne fait pas tort aux autres formes du vivant qui vivent autour de nous, qui respectent la biodiversité des sols, la biodiversité hors sol. Donc pour moi, tout ça, c'est l'impact. Une agriculture qui n'a pas cette vision holistique n'est pas une agriculture à impact. Non. Voilà. Okay. Donc, mais ce que je veux dire aussi, nous sommes dans un pays agricole. Comment est perçue l'agritech ? Comment est perçue l'innovation dans une culture qui est très enracinée finalement dans la pratique agricole, notamment dans toutes les... Enfin, je veux dire, 40% de la population marocaine vit aujourd'hui dans le rural et donc dépend aussi de l'agriculture. Mais quelle est est-ce qu'on commence à s'acclimater avec la tech, l'innovation dans ce secteur ? Alors oui, énormément. Premièrement parce que il y a eu énormément d'efforts faits par les institutions locales et régionales pour pousser ce genre d'initiative. On se rend compte qu'aujourd'hui, et surtout avec les challenges que vit le monde agricole aujourd'hui au Maroc, avec les changements climatiques, des chaleurs, des événements climatiques extrêmes, que ce soit en chaleur, que ce soit en froid, que ce soit en vent, etc., en sécheresse. Donc aujourd'hui, l'utilisation de la tech nous permet éventuellement, si bien utilisée, nous permet de bien manager la ressource en eau, de créer des espaces plus résilients à ces extrêmes climatiques qu'on est en train de vivre. Le Green Generation, qui est le nouveau plan marocain d'agriculture, est un plan qui pousse énormément la tech. Et juste pour répondre à votre commentaire sur comment ça peut clasher en parenthèse avec un monde rural qui est ancestral, qui utilise des pratiques ancestrales, c'est la beauté de l'agriculture de régénération, en tout cas l'agriculture qu'on prône. C'est une agriculture qui va utiliser l'innovation et la tech en utilisant de l'intelligence artificielle, en utilisant de l'imagerie satellitaire, des sensors au niveau des sols, etc. Et on va coupler ça avec un savoir-faire ancestral qui existe. Tout ce qu'ont fait nos grands-parents n'est pas mal. Tout ce qu'ils ont fait n'est pas génial non plus. Mais l'idée, c'est vraiment de mixer, de faire un blend entre le know-how et le knowledge qu'on a à créer des écosystèmes profitables, comme pourraient l'être les oasis, avec aujourd'hui, intégrer ça à la tech. Et vous, justement, vous faites bien de le rappeler, les oasis, donc vous opérez au niveau de la région de Guilmim. D'abord, c'était naturel parce que vous venez de cette région-là, n'est-ce pas ? Mais il s'agit aussi, est-ce que vous avez des ambitions d'exportation de ce know-how finalement d'une start-up marocaine vers d'autres régions qui soient peut-être pas dans la même géographie, dans les mêmes spécificités météorologiques et aussi de la terre?
Ah oui, complètement. Alors, à Saint-Augrine, nous cultivons les déserts. J'aime bien notre tagline parce que désert veut tout dire. Quand on dit désert, il y a désertification aussi. Aujourd'hui, 13 millions d'hectares par an sont touchés par les désertifications. C'est des terres qui ont jadis été arables. Donc la désertification touche beaucoup de pays. Aujourd'hui, on parle de désertification au Portugal et en Espagne déjà. Donc effectivement, ce qu'on est en train de créer dans une zone semi-aride historiquement qui est devenue aride aujourd'hui, qui est la région du Goulmim Ouadnoun, et où sont des pilotes qui sont réplicables dans d'autres régions, avec bien sûr, et c'est ça où notre expertise vient se mettre en place, où on va, alors il y a des régions arides qui sont un peu plus humides que d'autres parce qu'elles sont plus proches de la côte, d'autres qui sont un peu plus loin, donc on va avoir un mix et un ensemble d'arbres et de plantes et de pratiques même qui vont être différentes d'une région aride à une autre. Mais heureusement, ou j'ai envie de dire malheureusement, ce n'est pas les régions arides dans le monde qui manquent. Oui. Aujourd'hui, on est au Maroc, au sud du Maroc. On est aussi dans la région de Marrakech, Qal'at Mekhouna, etc. Le Maroc s'aridifie de plus en plus. On lance aussi des pilotes au Sénégal et en Namibie, par exemple. Alors, vous avez 1 an et demi, vous avez déjà réussi une levée de fonds. Vous êtes en train de chercher aussi plus de financement, c'est une très bonne chose de pouvoir déjà lever des fonds au bout d'1 an et demi d'existence pour une start-up. Quel est le rôle aujourd'hui des business angels, ou quel rôle sont-ils appelés à jouer dans l'écosystème ici au Maroc, et notamment peut-être aussi de la diaspora marocaine? Ah oui, énormément. Alors, généralement, un VC ou un business angel, ça va dépendre des entreprises, ça va dépendre des différentes manières d'être VC ou d'être business angel. Mais en tant que start-up, oui, on a besoin de fonds, mais on a aussi besoin de conseils stratégiques. Donc, ces VC-là vont venir jouer ce rôle-là. À nous aider à prendre les bonnes décisions, à faire partie. Aujourd'hui, par exemple, un de nos VC fait partie de notre board parce que on a besoin de leur expérience, de leur expertise et puis de leur connaissance aussi. Donc ce rôle-là est très important parce qu'on n'est plus sur j'investis puis comme on dit je suis pas un silent investor. Je suis là, j'aide. J'ai envie que cette entreprise, je fais entendre ma voix dans l'entreprise. Je fais entendre ma voix, je donne des conseils, je donne des directives, et puis je suis de bons conseils aux cofondateurs. Et on a été très limite religieux à choisir nos premiers VC pour notre première levée de fonds, notre pre-seed, parce que c'est ce qui fait ou ne fait pas une start-up aussi. En un mot, votre ambition pour l'avenir, Wissal Ben Moussa? Pour l'avenir, j'ai envie que l'agriculture de demain soit une agriculture résiliente. J'ai le rêve de me dire qu'aujourd'hui, on se rendra compte que l'agriculture conventionnelle n'est plus durable avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau climatique mondial, qu'une agriculture respectueuse de l'environnement, une agriculture qui puisse nourrir et l'humanité et avoir des impacts positifs sur la biodiversité et sur la nature. Donc voilà, mon rêve, c'est que l'agriculture de demain soit résiliente, soit adaptative, et que l'agriculteur de demain sache travailler main dans la main avec la nature. Et qu'il y a énormément... Et la technologie, pour le coup. Et là, voilà, la nature et la technologie, exactement. Ce qui est bien, c'est que vous représentez justement cette jeunesse, vous représentez cette diaspora marocaine qui est revenue investir et s'investir au Maroc, et je pense que c'est vraiment un role model, comme on dit en anglais, un modèle justement, et on vous souhaite toute la réussite et le succès, et notamment en pitchant vers les investisseurs présents lors de ce GITEX à Marrakech. Mais juste un dernier mot, le Maroc et l'Afrique l'Afrique est un continent d'opportunités. Tout est à faire, tout est à créer. Le continent est bourré de talents et je pense qu'on est dans un super momentum aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Wissal Ben Moussa, en tout cas cofondatrice de la start-up Saint-Augrine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous avons donc entendu la perspective d'une start-up. Nous allons maintenant
écouter ce qu'ont à nous dire les fonds d'investissement et nous avons une invitée de marque qui va se joindre à nous dans quelques instants. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Vous regardez donc question d'actu spéciale GITEX. Nous profitons de notre présence ici à Marrakech dans la plus grande exposition de la tech et de l'innovation en Afrique, seconde édition du GITEX. Nous profitons de notre présence pour rencontrer les principaux acteurs de l'écosystème de la tech, de l'innovation, de l'entrepreneuriat en Afrique. Nous ne pouvons pas parler de tech sans transformation digitale. Avec mon invité aujourd'hui, il s'agit justement de cet élément essentiel pour le développement de l'innovation de tout pays. La transformation digitale, elle représente l'un des leaders internationaux de la transformation digitale. Il s'agit de la nouvelle directrice générale d'Atos Afrique, Sophia Farage. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. D'abord un mot sur le GITEX, l'importance du GITEX, votre présence ici et puis vos ambitions à travers cette grand-messe de la tech en Afrique. Tout à fait, en fait c'est la deuxième fois qu'on participe, on était là l'an dernier, donc, les retours étaient excellents. On a eu un très bon GITEX 2023 avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'opportunités et aussi des échanges qui ont été très enrichissants et qui nous ont permis de mieux comprendre nos marchés. Et donc nous avons décidé de revenir cette année en force. Donc on a invité les directeurs généraux de nos pays africains, ils seront tous là sur notre stand. Et aussi nous avons invité nos partenaires. Donc nos grands partenaires seront présents aussi sur nos stands et nos experts vont rencontrer nos clients et présenter nos offres majeures. Donc on va parler d'intelligence artificielle, on va parler d'identité numérique, on va parler de smart cities, on va parler de transformation chez les opérateurs télécoms. Donc on a pas mal de sujets qui intéressent nos différents clients et qu'on va avoir l'opportunité d'échanger ces prochains jours. Très bien. Donc, GITEX du 29 au 31 mai ici à Marrakech, c'est l'occasion aussi de mettre en lumière l'importance de la transformation digitale. Vous connaissez bien le Maroc, nous sommes au Maroc. Est-ce que cette transformation digitale a atteint la maturité nécessaire pour vraiment devenir un hub régional de l'innovation et de la technologie, selon vous? Alors, en fait, nous, on a une présence très importante en Afrique. Donc, on a plus de 2500 personnes, pratiquement 3000 personnes aujourd'hui en Afrique, et une forte présence au Maroc. Et le Maroc a toujours été un peu le précurseur dans nos références, dans nos investissements. Aujourd'hui, on arrive à proposer un certain nombre d'offres en Afrique et des références que nous avons déjà eues au Maroc. Alors, peut-être un mot sur notre présence en Afrique pour vous donner une idée. Donc au Maroc, on est plus de 2000 personnes. On est aussi très présent au Sénégal avec pratiquement 400 personnes et présent en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Dernier en date des pays, c'est le Togo. On est présent aussi en Algérie, en Tunisie et puis en Égypte, où en l'espace de 3 ans, nous sommes passés de rien du tout à plus de 900 personnes aujourd'hui. Donc, quels sont aujourd'hui les enjeux sur lesquels vous focalisez votre intérêt en termes de transformation digitale et notamment avec maintenant aujourd'hui la course au cloud, la souveraineté numérique, enfin tous ces enjeux-là, lesquels constituent votre point focal, on va dire, pour certains pays. On commence peut-être par le Maroc et puis peut-être on étendra pour le reste de l'Afrique. Alors en fait, on accompagne plusieurs secteurs. Donc pour le secteur public, on met en place quelque part les fondamentaux.
que ce soit au Maroc ou en Afrique. Je dis un exemple, par exemple l'identité. L'identité numérique, le fait d'offrir aux citoyens la possibilité d'avoir une identité numérique, de s'authentifier et d'avoir accès aux services numériques. Donc ça fait partie de l'inclusion numérique en Afrique. Et pour nous, c'est une offre fondamentale dans chaque pays. Et ça fait partie de notre centre d'expertise, de quelque chose qu'on a bâti au Maroc et qu'on présente aujourd'hui en Afrique. On propose des offres de transformation dans le secteur des télécoms. Aujourd'hui, le secteur de télécoms se transforme beaucoup et on est capable d'accompagner les opérateurs télécoms dans leur transformation. Une question se pose là-dessus, je me permets de vous interrompre, Madame Faraj, c'est quand on parle d'identité, quand on parle de télécom, il y a beaucoup de données là-dedans. Et là se pose la question justement sur cette donnée. Elle va où? Qui la gère? Et c'est vraiment un des enjeux du moment. La donnée vaut de l'or, mais elle est aussi très précieuse aux yeux des autorités publiques, ce qui est logique, enfin naturel, quoi. Tout à fait. Je pense que vous mettez le doigt sur sur un vrai problème aujourd'hui, c'est que la donnée est précieuse à condition qu'on sache en faire quelque chose. Et souvent, on a des questions de clients qui nous demandent justement comment faire, par où commencer, est-ce que je dois bâtir tout en interne? Et là vient le sujet du cloud, parce que justement le cloud aujourd'hui offre des possibilités inédites en termes de puissance de calcul, de stockage. En plus, il offre la flexibilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire des acquisitions très lourdes pour stocker ces données si on n'a pas besoin de les conserver tout le temps. Donc c'est effectivement nous en fait on a toujours en fait conseillé nos clients sur une stratégie multi-cloud ou hybride cloud, c'est-à-dire la possibilité d'avoir à la fois une infrastructure privée, donc qui peut héberger des données sensibles et des mécanismes pour utiliser également la force des clouds privés, ce qu'on appelle les hyperscalers, tout en garantissant des techniques qui permettent de protéger ces données-là. Il y a des techniques de cryptage, il y a des techniques qui permettent de garantir la souveraineté des données tout en utilisant le meilleur de la technologie qu'on ne peut pas forcément avoir chez soi. Chez soi, mais les héberger chez soi, là, c'est là où le bas blesse. Parce que il s'agit là de données sensibles, vous l'avez dit, et il s'agit aussi d'enjeux géostratégiques pour beaucoup de pays africains, et pour tous les pays finalement. Donc comment vous pensez que cela peut peut-être entraver le développement de la transformation digitale, notamment des secteurs publics africains? Après, je pense qu'il ne faut pas voir le problème du mauvais côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut essayer de regarder en fait quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces données et quelles sont les solutions qui existent. Et prendre le meilleur tout en respectant les lois et la souveraineté. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de discussions dans les pays sur la volonté de mettre en place des clouds souverains qui permettent de répondre justement à ce type de problématiques. Donc il y a des solutions. Et justement, c'est vraiment ce qu'on sait faire vous êtes dans le cœur des discussions que nous avons aujourd'hui avec nos clients. Et vous êtes fraîchement nommé à la tête de Atos Afrique, qui représente quand même une grosse part du business d'Atos, du groupe Atos. Et l'une de vos missions, c'est le renouvellement de la gouvernance sur le continent. Parlez-nous de cette nouvelle mission, et puis surtout que vous êtes la première femme à la tête. C'est pas pour vous mettre un peu plus de pression, mais effectivement, là, finalement, non, mais au final, pour voir justement les choses du bon côté, maintenant, de nos femmes, pour revoir la gouvernance, ce ne sera qu'une femme qui serait capable de reformater la gouvernance sur le continent. Oui, alors je pense que beaucoup de gens sont capables. Après, c'est un contexte aussi particulier de transformation, comme vous l'avez dit, de renouvellement de notre gouvernance. Alors, il faut savoir que cette année, on a rajeuni, on a nommé des nouveaux directeurs généraux dans 4 pays, donc en Côte d'Ivoire, au Sénégal,
Sénégal, à Madagascar et en Afrique du Sud. Donc ça vient donc ma nomination aussi qui est suite à un départ à la retraite de mon prédécesseur et vient dans un contexte où on a eu pas mal de cas similaires dans les pays. Donc quelque part c'est un souffle nouveau qui va s'inscrire dans la continuité parce qu'on a une stratégie qui est construite sur plusieurs années, qu'on a bâti ensemble. Donc c'est une nomination qui a été préparée de longue date. Hein. C'est quelque chose qui a été très anticipé. Donc on va essayer de redynamiser. Il faut savoir qu'en 2023, on a eu une croissance record en Afrique, à 2 chiffres qu'on n'a jamais eu avant chez Atos. Donc c'est un continent qui se porte très bien chez Atos et on est vraiment aujourd'hui très motivé pour continuer et je pense qu'on a tous les critères et on a tous les éléments qui nous permettent d'être confiants. Quels sont les éléments du give back? C'est-à-dire que oui, ces chiffres-là ont certainement contribué à la performance globale du groupe. C'est une très bonne chose, mais quelle est la partie du give back de l'entreprise qui justement profite de cet essor africain, notamment pour la jeunesse? Tout à fait. Alors il faut savoir que en fait tous nos employés en Afrique sont africains, qu'on investit beaucoup dans la formation, dans la montée en compétences des Africains. Et on a monté pour ça pas mal de partenariats avec des grandes universités partout, hein, mais aussi on a monté des programmes de formation interne qui permettent à des jeunes d'être reskillés ou monter en compétences de façon spécifique sur des sujets en fait niches qui sont très intéressants pour les marchés africains. Et donc on a pas. Je vais donner à titre d'exemple, on a un partenariat avec GIZ au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Sénégal et en Égypte pour former des jeunes. On en a formé plus de 600 et on compte former une nouvelle cohorte de plus de 150. Et c'est des jeunes qu'on forme et qu'on recrute pas forcément tous. On leur offre la possibilité d'être employés partout. Et avec la formation qu'on leur offre, ils ont aucun mal à trouver un emploi tout de suite. Très bien. Dernière question. Nous trouvons au GITEX, il y a certainement beaucoup d'opportunités à saisir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous ne remarquez pas qu'il y a quand même un gap entre l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, dans tout ce qui est relatif à l'innovation, à la technologie? Comment réduire ce gap, selon vous, Sophia Faraj, en tant que directrice générale de la section Afrique d'un grand groupe de Transfo Digital? Écoutez, je pense que c'est une bonne question et ça nous amène au sujet de l'innovation. Et on a vécu une expérience intéressante chez Atos. En fait, j'étais en charge du centre d'expertise d'Atos pour toute la région Growing Market. Donc ça comprend l'Afrique, le Moyen-Orient, la Turquie, l'Amérique du Sud. Et dans ce cadre-là, on a développé un certain nombre d'offres qui étaient assez innovantes et en se basant principalement sur nos ressources africaines. Donc on a fait de l'innovation quelque part inversée où on a construit cette innovation en Afrique et je pense qu'il faut encourager ça. C'est-à-dire qu'il faut encourager des initiatives et de plus en plus des initiatives où on prend le lead. On a aujourd'hui tellement de sujets et tellement de problématiques en Afrique qui sont aujourd'hui capables de créer des produits et des offres qui naissent vraiment de l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup. C'est au lieu d'importer l'innovation, la fabriquer et les talents sont là pour y contribuer. Exactement. Merci beaucoup, Sophia Faraj, directrice générale d'Atos en Afrique. Nous vous souhaitons aussi bon vent pour votre nouvelle mission à la tête d'Atos Africa, première femme marocaine, il faut le préciser. Donc, il prend les rênes d'Atos Africa et puis bon GITEX à vous. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, c'était donc la deuxième partie de cette question d'actu spéciale GITEX Africa. Nous revenons dans un tout petit instant avec une troisième invitée. À tout de suite.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cet épisode spécial de questions d'actu, spécial GITEX, et nous profitons de notre présence aussi à l'occasion du forum américano-marocain sur le Venture Capital Investment, sur l'investissement en private equity, aussi ici à Marrakech, pour poser quelques questions aux principales parties prenantes, à savoir ces investisseurs en venture capital, mais aussi, comme vous avez dû le suivre en première partie de cette émission, en fondateur et fondatrice de start-up. J'ai l'immense plaisir d'accueillir la représentante de l'un des plus grands fonds d'investissement qui est présent dans plus de 80 pays, 2700 entreprises où ce fonds d'investissement a investi pour le coup. Il s'agit de 500 Global et j'ai avec moi la représentante Afrique de ce fonds d'investissement, Marem Dieng. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici. Alors, la question qui bien sûr est d'actualité aujourd'hui, c'est un peu l'innovation, la tech africaine qui est à l'honneur avec le GITEX. Vous n'avez pas attendu ce genre d'exposition ou ce genre d'événement pour investir en Afrique. Comment l'aventure africaine a-t-elle commencé? Comment a-t-elle surtout évolué? Je parle d'Afrique francophone, bien naturellement. Nous passerons bien sûr à l'Afrique anglophone plus tard. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, un investisseur américain qui regarde l'Afrique, et l'Afrique francophone notamment, ça a été un voyage. Déjà, ça a été un voyage de découverte parce que nous avons, ça fait maintenant plus de 14 ans que notre entreprise investit partout dans le monde, mais nous avons d'abord dû comprendre le marché africain. Et le marché africain est particulier parce que c'est un marché rempli d'opportunités, mais où il y a encore des challenges liés à l'infrastructure elle-même. Donc, l'approche d'investir en Afrique est différente. Et pour nous, ça a été d'abord un voyage de découverte, donc comprendre l'écosystème. Et ensuite, ça a été un voyage de trouver des opportunités dans lesquelles nous avons, on va dire, dans lesquelles nous voyons un potentiel de croissance domestique et régionale. Parce que aujourd'hui, ce que nous avons appris, nous investissons maintenant en Afrique depuis 2011, donc ça fait maintenant 13 ans que nous sommes sur le continent. Et notre première vague, on va dire, d'investissement a été de regarder des champions locaux. Donc on a investi dans une vague d'entreprises qui était très focus sur l'aspect domestique, qui ont vraiment créé des solutions de valeur et de propositions domestiques, mais qui se sont vus directement, on va dire, confrontés à la réalité dans certains marchés de l'instabilité domestique. Donc, c'est des entreprises qui, malgré la valeur qu'elles ont créée, ont dû parfois fermer boutique parce qu'il y avait une situation politique dans le pays pendant quelques années, ou alors parce que il y avait des risques qui étaient liés à la monnaie pendant quelques périodes et l'entreprise n'a pas pu, on va dire, faire face à ces challenges-là et dans certains cas, ont dû fermer boutique. Donc maintenant, dans cette deuxième vague, on va dire, d'entreprises dans lesquelles on investit, on veut vraiment voir certes des champions domestiques, mais qui ont des ambitions régionales. Qui regardent que ce soit entre le Sénégal et le Maroc, ou l'Égypte et le Nigeria, ou le Kenya et l'Ouganda, mais vraiment qui voient leurs solutions s'adapter à d'autres pays que juste leur pays domestique, et qui pourront donc faire face au vent d'instabilité qu'il peut y avoir dans certains marchés dans lesquels ils sont présents, justement amortiser leurs risques avec d'autres présents dans d'autres géographies. Et pour nous, ça c'est vraiment cette deuxième vague du coup d'entreprises que nous voyons. Et l'apprentissage dans ces 10 dernières années a été que l'Afrique est un continent rempli de potentiel. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de la diaspora qui revient, qui veut créer des entreprises, donc ça c'est très encourageant. Et on veut voir beaucoup plus de ce talent domestique et on veut voir beaucoup plus de cette innovation qui est propre à l'Afrique. C'est très important que l'Afrique soit un créateur d'innovation et pas un consommateur. Et afin de pouvoir atteindre ça, il faut qu'on voit des champions qui sont domestiques et qui peuvent s'étendre de manière régionale.
Alors, avant de parler justement du cas du Maroc, et bien sûr, le GITEX offre cette opportunité aussi pour faire entendre la voix de l'innovation Made in Africa parce qu'elle existe. Et c'est ce genre d'événement qui permet de mettre en lumière cette innovation-là. Mais clairement, vous avez parlé justement d'Afrique de l'Ouest, et ça nous concerne parce que nous avons nos téléspectateurs justement dans cette région de l'Afrique, en plus du Maroc. Mais on remarque, et le Maroc d'ailleurs fait partie aussi de cette Afrique de l'Ouest, on remarque qu'il y a un gap, notamment en termes de levée de fonds, entre l'Afrique anglophone et une start-up, par exemple, sénégalaise, ivoirienne ou encore marocaine. Pourquoi et comment réduire ce gap? Comment drainer davantage d'investissements en start-up, première phase, deuxième phase ou beaucoup plus mature, afin de vraiment donner son plein potentiel à ce talent, à cette partie justement de l'Afrique qui reste un peu en retard par rapport à d'autres pays. Je pense que ce retard s'explique vraiment par deux raisons pour moi qui sont assez évidentes, mais qui se matérialisent différemment dans les pays. La première raison, c'est la langue. Et la langue est un facteur important parce que aujourd'hui, la langue business, c'est l'anglais. Et au-delà du fait que les entrepreneurs ont besoin de pouvoir expliquer ce qu'ils font et que ça s'entend bien et que ça se comprenne bien de l'autre côté, il y a aussi le fait que le VC, l'investissement VC, reste un type d'investissement qui est très, ce qu'on va dire, basé sur le relationnel, donc très relationship-based. Et afin de pouvoir avoir confiance en quelqu'un des deux côtés, il faut pouvoir se comprendre. Et la langue, l'élément de la langue, au-delà du fait du côté vraiment purement business, c'est-à-dire de comprendre ce que l'autre fait et de bien s'expliquer, il y a aussi ce rapport de confiance qui fait que les startups francophones, malheureusement, elles n'ont du coup en option que la France en termes d'investisseurs. Et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup. Les VC investisseurs qui investissent en Afrique francophone sont des VC français. Et les pays anglophones ont l'avantage du coup de pouvoir avoir accès à beaucoup plus d'investisseurs, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, même en Asie, parce que l'anglais leur donne cet avantage-là. Je pense que ça c'est le premier, vraiment le premier pour moi, on va dire le facteur le plus important, parce qu'aussi même quand d'autres investisseurs américains ou anglais essaient de regarder une entreprise, quand tu vas vraiment faire le diligencing, c'est-à-dire pour aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe, tu vas vouloir aussi parler avec d'autres investisseurs qui sont dans cette boîte pour essayer de comprendre vraiment dans quelle équipe tu investis. Et si tu veux aussi parler avec les autres investisseurs et que eux aussi, vous comprenez pas parce que c'est le français, ça fait qu'il n'y a pas ce rapport. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour moi qui est un peu plus subtil, c'est la différence de philosophie entre les deux. Les pays francophones... C'est une question de langue. Exactement, c'est pas qu'une question de langue. Les pays francophones, on a, et c'est la même chose chez moi au Sénégal, on a ce rapport très francophilien qui fait que nous avons appris de la vieille école française cette idée d'essayer de parfaire avant tout. On recherche la perfection avant tout. Et sans la perfection, il y a ce sentiment de presque honte et d'essayer de se mettre en retrait tant que nous n'avons pas cette sûreté de la perfection. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit même avec les startups françaises. Donc souvent, quand tu vas en Europe, le débat, c'est pourquoi les startups françaises n'arrivent pas à lever autant que les startups anglaises ou allemandes. Et c'est parce que il y a ce rapport vraiment très différent à l'ambition. Les startups anglophones africaines ont appris de l'école anglaise. Donc, les entrepreneurs, que ce soit kenyans, nigérians, sud-africains, quand ils viennent proposer leurs solutions, souvent, rien n'est encore parfait. Mais il y a cette audace. Il y a ce manque de honte de venir dire voilà ce que j'ai. La version de risque aussi. Exactement. Par rapport au risque Exactement. aussi, qui peut poser un problème justement parce qu'il n'y a pas ce mindset. Mais au-delà de cela, est-ce que vous pensez aussi que les freins peuvent être au-delà de nature humaine, elles peuvent être de nature, par exemple, juridique,
qui font que, est-ce que c'est la loi qui doit accélérer pour rattraper la vitesse tellement rapide de l'évolution de la tech, ou c'est la tech qui doit s'aligner et donc du coup accuser un retard vis-à-vis du cadre légal? Est-ce qu'il n'y a pas de cela aussi? Certains de ces pays anglophones, on le voit, eh bien le système juridique évolue presque au même rythme, j'ai envie de dire, que l'évolution technologique. Exactement. Et ce sera jamais, la vérité de l'innovation fait que ce ne sera jamais de l'autre sens. La tech ne s'adapte jamais à la loi. Parce que l'innovation vient de ceux qui osent rêver et ceux qui osent essayer. Donc ces gens-là ne seront jamais le type de personnes à dire comment est-ce qu'on peut créer quelque chose qui va vraiment rentrer dans les codes du système réglementaire qu'on a. Donc ce sera toujours la loi et aux régulateurs de s'adapter à l'innovation. Et aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, les pays anglophones ont l'avantage aussi d'avoir la legacy du système juridique anglais, qui est beaucoup plus flexible que le système juridique français. Aujourd'hui, et c'est ce que je dis souvent quand je vais au Sénégal aussi, le système juridique français a même évolué pour ressembler beaucoup plus au système juridique anglais. Donc aujourd'hui, exactement, anglo-saxon. Donc aujourd'hui, nous, les pays francophones, africains, nous sommes encore accrochés à une version de ce système juridique-là qui n'existe même plus en France. Donc c'est très important que nous nous adaptions. Par exemple, si je te donne l'exemple du Sénégal, le Sénégal est un pays où il est très extrêmement difficile au Sénégal d'avoir un employé et de pouvoir changer la structure et licencier. Vraiment, mais il faut se lever très tôt le matin pour pouvoir faire ça. Ouais, ce fameux code du travail. Exactement, le code du travail. C'est un autre point en commun que le Sénégal partage avec le Maroc. Exactement, donc notre code du travail fait que les petites entreprises, donc les startups, qui sont vraiment, on va dire, des produits de risque parce qu'ils sont en train de créer quelque chose qui n'est pas prouvé, qu'il faut tester. From scratch. Et qui doivent adhérer à un système de code du travail qui font qu'aujourd'hui, ils courent vraiment des risques énormes si jamais ça ne marche pas. Alors que si ça ne marche pas, c'est pas parce que eux, ils ne veulent pas continuer le business, c'est que le produit qu'ils étaient en train de mettre en place ne marchait pas. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, même aux États-Unis, c'est que plus de 70% des startups échouent. Donc c'est un rate, mais énorme. Donc aujourd'hui, il faut que les lois s'adaptent aussi aux startups en particulier, si on veut dire que nous voulons produire de l'innovation. Parce que si on ne fait pas ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement reproduire de l'innovation. C'est-à-dire voir ce qui se fait ailleurs, dire ok, comment est-ce qu'on va adapter nos lois particulièrement pour ce cas vraiment précis, cette exception, juste pour ça, pour recréer le même modèle. Mais si on veut que nos entrepreneurs créent des choses qui n'existent même pas dans d'autres marchés, que ce soit vraiment eux qui soient les porte-drapeaux de certaines de ces innovations-là, il va falloir que nos lois s'adaptent. Et il va falloir surtout que nos gouvernements, et je trouve que le Rwanda est vraiment un très bel exemple de ça, parce que le Rwanda a fait quelque chose que je pense que tous les autres pays africains peuvent modeler, qui est assez pragmatique, c'est-à-dire qu'ils ont créé un concept de la sandbox. C'est-à-dire, tout entrepreneur qui est régi dans ce cadre-là, c'est-à-dire que ce soit un building physique, que ce soit un building juridique, que ce soit un cadre vraiment particulier d'un secteur, peut essayer tout ce qu'ils veulent, mais dans ce cadre-là. Okay. Voilà la limite. La limite, elle commence là, elle s'arrête là. Entre ces deux, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, que ce soit en termes de tech, que ce soit en termes d'innovation, que ce soit en termes de réglementation, vous pouvez tout essayer. Et quand vous aurez trouvé quelque chose que vous voulez prendre au marché, qui fonctionne, on adaptera les lois à ce que vous avez créé. Et ça, c'est vraiment un modèle de comment est-ce qu'on peut cadrer l'innovation. Et je pense que c'est quelque chose que nos gouvernements, peut-être que c'est quelque chose dont ils ont peur, parce que, et c'est ce qu'on voit au Nigeria aujourd'hui, le Nigeria est un pays où la monnaie est très volatile. Et du coup, ce qui s'est passé au Nigeria, c'est que le crypto est devenu un essentiel. Le marché noir du crypto au Nigeria est l'un des plus grands au monde parce que les résidents refusent d'utiliser leur marché domestique parce que la monnaie est tellement volatile et ont utilisé maintenant le crypto pour toutes les transactions. Mais du coup, le gouvernement s'est réveillé de ça quelques années après pour se rendre compte que une plus grande partie du volume de transactions en fait se faisait dans le crypto, dans le marché noir. On the side, oui. Et qu'a été leur réaction ?
réactivité, de dire ah non, c'est pas normal, faut qu'on bloque tout, faut qu'on essaie de. Mais à partir de ce moment-là, c'est trop tard, parce que la nécessité va toujours prendre le dessus sur tout ce que nous écrivons, tout ce que nous disons, les belles paroles. La nécessité toujours prend le dessus, parce que les gens ont des besoins vitaux et ils vont toujours aller vers les solutions les plus faciles et les moins chères pour pouvoir accéder à ces besoins-là. Et le gouvernement doit s'aligner par rapport à ça. Ça ne veut pas dire tout permettre et tout laisser faire, mais ça veut dire s'adapter à la réalité et créer des limites dans lesquelles les entrepreneurs peuvent évoluer. La fin justifie les moyens, dit-on. Dernière question sur votre expérience avec les startups marocaines. Vous investissez dans des startups marocaines au sein de 500 Global. Dans quel secteur? Et puis peut-être un retour sur l'expérience, sur cette expérience marocaine. En fait, on a investi au Maroc, beaucoup dans le e-commerce, et parce que déjà c'est un secteur qui, pour nous, il y a des questions sur la viabilité économique du e-commerce aujourd'hui en Afrique, mais c'est un secteur pour nous qui a beaucoup de potentiel parce que nous voyons que la classe moyenne africaine est en train de grandir. Donc on a investi particulièrement aussi dans le e-commerce au Maroc parce que la classe moyenne du Maroc en particulier est en train de grandir de manière assez significante. Donc le pouvoir d'achat marocain grandit. Et avec ça, on voit un potentiel pour le commerce. Maintenant, je pense que ce que nous voyons et ce que nous observons aujourd'hui dans le marché, c'est que les startups marocaines, et on en revient tout à l'heure à ce que je disais sur le mindset, ils ont vraiment la marge en termes de l'accès à l'infrastructure au Maroc, qui est beaucoup plus élevé que beaucoup d'autres pays en Afrique aujourd'hui. Oui, on parle de structure telco, on parle de structure de mobilité, on parle de structure bancaire, on parle vraiment de structure, c'est-à-dire qui a été mis en place en baseline pour qu'ils puissent évoluer de ça. Vraiment, il y a la marge. Quand on compare la structure marocaine à d'autres pays africains qui, même, ont plus d'activités en start-up, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Maintenant, c'est plus une question de ce goût pour le risque. Et en fait, l'ironie en fait que le confort est un ennemi du risque. Parce que le plus de confort qu'on a dans certains secteurs, du coup, le moins d'envie ça crée pour aller vers des solutions nouvelles, risquées, qui vont totalement disrupter le marché parce que ça marche, ça fonctionne. Le transport fonctionne, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de changer? Les transactions fonctionnent, le système bancaire va très bien. Donc, c'est là où je pense qu'il faut que les startups marocaines se fassent un peu violence, dans le sens où il va falloir qu'ils transforment ce confort qu'ils ont, surtout sur certains secteurs très particuliers. La finance, la mobilité, le commerce, qu'ils transforment ce confort en motivation pour aller chercher quelque chose de nouveau. C'est-à-dire il y a des acquis, d'être capitalisé sur les acquis. Exactement. Pour leapfroguer un peu. Exactement. Et avoir de plus grandes ambitions que le marché marocain. Et il faut qu'ils utilisent ça comme un avantage compétitif. Il ne faut pas qu'ils l'utilisent comme un handicap. Il ne faudrait pas que ce confort devienne un handicap pour eux, pour que du coup les innovations dans ce secteur se font autre part et arrivent ensuite. Mais il faut qu'ils l'utilisent comme un avantage. C'est-à-dire que nous avons déjà compris comment mettre en place ces infrastructures. Allons voir comment on peut pousser la barrière un peu plus loin et surtout, utilisons ça pour maintenant, après, nous déployer dans d'autres pays africains parce que nous savons comment le faire. Nous avons déjà prouvé le concept et c'est important d'arriver à ce type de déclic. Et je pense que les startups commencent à l'avoir parce que de plus en plus, on voit que les entrepreneurs marocains, on voit que la fierté marocaine. Il y a la diaspora aussi. Et la diaspora marocaine est en train de se rendre compte un peu de ce retard dans l'innovation. Et je pense ils ont maintenant ce désir de vouloir prendre les choses en main. Et je pense que ça, c'est une très belle chose qui arrive au Maroc. En tout cas, un bel avenir pour cet écosystème d'innovation au Maroc, au Sénégal. Et on voit l'engouement aussi des VCs, des investisseurs, des fonds d'investissement qui sont présents ici à Marrakech. Et je pense que le GITEX va vraiment cristalliser cette dynamique qui est aujourd'hui une réalité dans nos pays. Et puis, on souhaite beaucoup de succès pour ces startups et aussi pour vous en tant que fonds d'investissement. Mais en tout cas, on veut entendre parler de deals qui vont se conclure
en marge de ce GITEX. Merci beaucoup. Marème Dieng, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi que cet épisode spécial GITEX de questions d'actu touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.